Les BRICS ont 15 ans cette année. Ils ont été créés en 2009. Ah, en 2024, du 22 au 24 octobre, vient de se tenir un de leurs sommets à Kazan, en Russie. Au regard des conclusions de ce sommet, il est temps que nous nous posions la question de savoir, au bout de 15 ans, quel est donc le bilan des BRICS, c'est-à-dire, qu'ont-ils déjà réalisé, où en sont-ils, que vont-ils encore réaliser et quelles sont les avancées qu'ils ont pu obtenir. Car c'est bien d'espérer dire que les BRICS, c'est une bonne chose, pas bonne chose. Faut rentrer dans les BRICS, mais rentrer pour intégrer quel programme? Pour intégrer quel type d'avancées qu'ils ont eu dans lequel nous, Africains, en tant que groupe, en tant que pays, pourrons tirer un quelconque profit. Lors du sommet qui s'est tenu à Kazan en Russie, le président Vladimir Poutine a mis à l'ordre du jour un certain nombre de points. La création d'un système bancaire, d'échange bancaire pour concurrencer le SWIFT, la mise en place d'une monnaie pour les BRICS, la condamnation ou la désoccidentalisation qui a été programmée sur 134 points. Sur l'ensemble de ces points, il a reçu une fin de non-recevoir, un niet de la part de tous les présidents qui étaient là. Pour Vladimir Poutine, d'ailleurs, il faut préciser que ce sommet, il l'a qualifié du plus grand sommet que la Russie ait accueilli. Il y avait 35 États, dont 20 chefs d'État. Et bien tous, en tout cas ceux qui avaient droit à la parole, les 9 membres des BRICS, ont dit niet à tout cela et rendez-vous au prochain sommet. À vrai dire, cette façon de faire en annonçant des mesures de très grande volonté, on va lutter contre le poids pesant de l'Occident, nous allons réformer le système international en essayant de faire à ce que chaque État ait une voix, nous allons créer nos propres moyens de financement, tout ça là, ça fait 15 ans que ça dure, ça fait 15 ans qu'on se le promet, mais jusque-là, existe-t-il un seul texte, un seul accord qui a été trouvé? Zéro. Existe-t-il un accord douanier, un accord commercial, un accord militaire? Où sont les BRICS? Pour quelles raisons les BRICS n'interviennent-elles pas en Israël? On a beau dire que les Occidentaux gèrent mal, mais je n'ai pas vu la présence de la Russie là-bas. Je n'ai pas vu la présence de la Chine là-bas. Je n'ai pas vu la présence en tant que BRICS, en tant que groupe. Voilà la solution que nous proposons. Voilà comment nous comptons intervenir. Que ce soit en Israël, nous l'avons dit, ou en Ukraine, dans le Sahel, en République démocratique du Congo, ou que ce soit à travers le monde. Ce sont des récriminations, mais de l'action, on n'en voit pas. Alors pourquoi les BRICS sont-elles dans ce frein? Eh bien, ça tient de beaucoup du fait que les BRICS sont un amas de contradictions qui font que l'avancée est extrêmement difficile. Ce sont des contradictions parce que déjà, ils réunissent des États, prenons, il y en a deux, la Russie et l'Iran, qui sont lourdement condamnés par des sanctions internationales, qu'on va appeler des sanctions occidentales dans le langage BRICS, mais que des membres du BRICS appliquent scrupuleusement. La Chine, le Brésil, l'Inde, l'Égypte, tous ces pays appliquent scrupuleusement ces fameuses sanctions du système qu'ils veulent combattre. En même temps, dans les mêmes BRICS, vous avez des pays qui ne s'entendent pas, qui ne sont pas de grands amis entre eux. Vous avez le cas de l'Égypte et de l'Éthiopie, qui se promettent la guerre, mais très très bientôt, très prochainement, à cause des barrages qu'ils mettent sur le Nil, qui ralentissent le débit pour ceux qui sont en amont et qui peuvent produire, qui vont donc produire moins d'électricité, mais dans ceux qui sont pour ceux qui sont en aval plutôt, mais dans ceux qui sont en amont ont besoin, notamment l'Éthiopie, pour produire plus d'électricité. Vous avez des pays à l'intérieur qui sont de grands alliés des États-Unis, des alliés militaires. Je cite l'Égypte, je cite les Émirats arabes unis, je cite l'Inde, qui s'équipent énormément en matériel militaire et qui, pour certains, je reviens sur l'Égypte et les Émirats arabes unis, sont ennemis d'un autre pays à l'intérieur qui est l'Iran. Vous avez deux grandes puissances économiques là-dedans, qui sont la Chine et l'Inde, qui sont des rivaux, qui sont même des ennemis, qui l'Inde n'a jamais digéré la défaite de la guerre qu'ils ont faite contre la Chine en 1962, et ils sont restés dans une espèce de guerre larvée, de guerre froide. Il faut également souligner que pour l'Inde, la Chine, c'est son seul concurrent à travers le monde. C'est le seul pays avec lequel il se compare. C'est le seul pays, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, ou entre le Togo et le Bénin, ou voilà. C'est des pays à la population à peu près pareille, qui ont les mêmes problèmes de développement, qui ont commencé au même moment, mais l'Inde a le complexe de voir la Chine le dépasser, et si bien que l'opinion publique indienne, la presse comme la classe politique, considère un peu les BRICS comme si l'Inde allait se mettre au garde-à-vous à côté de son pire ennemi ou de son pire concurrent, ce qui est difficile parce que l'Inde passera son temps à essayer de faire à ce que la Chine ne la dépasse pas de trop loin, c'est humiliant pour elle, et la Chine fera ce que l'Inde ne l'égale pas. Par exemple, l'Inde voudrait bien intégrer le Conseil
de sécurité des Nations Unies. La Chine s'y est opposée fermement à 2 reprises, comme elle s'est d'ailleurs opposée à l'intégration du Brésil dans le même club, ce qu'on ne comprend pas. Alors, en revenant sur la philosophie de ce groupe, qui est de pouvoir faire peser le Sud global, c'est quand même étonnant d'accuser le Conseil national de Conseil de sécurité des Nations Unies d'être un outil de l'Occident de domination qu'il faut casser, et pourtant la Chine et la Russie sont bien dedans, profitant allègrement des privilèges soi-disant occidentaux. Pourquoi n'en sortent-ils pas? Pourquoi ne cassent-ils pas le système? Pourquoi ne favorisent-ils pas l'émergence d'autres pays? L'Inde est tout à fait légitime à en faire partie. C'est une puissance nucléaire, c'est la plus grande population mondiale aujourd'hui, mais c'est la Chine, faites vos recherches, qui empêche l'Inde d'accéder à cela. Mais pourquoi? À cause de leur rivalité interne. Et pourtant, ils vont faire alliance ensemble au nom des BRICS pour pouvoir combattre cette domination occidentale. Vous voyez l'ensemble des implications qu'il y a dedans. Ce qui a fait dire à un ministre indien, un grand ministre qui était ministre des Affaires étrangères puis ministre des Finances, qui a dit qu'en fait, l'Inde et les Chinois, donc les BRICS, ne marcheront que si au moins l'Inde pouvait avoir le niveau économique et militaire au moins égal à celui de la Chine, et que si la Chine devenait démocratique. Tant me dire que pour les 2 objectifs, ils sont absolument inatteignables, en tout cas à moyen terme. Les BRICS se retrouvent donc imbriqués à avoir des vœux pieux, mais à la base, évidemment, le discours victimisant va vouloir faire croire que c'est l'Occident qui ne veut pas. La réalité, c'est que la concurrence internationale est tout à fait normale, et que l'Occident ne pourrait pas vivre sans concurrence. L'économie de marché dans laquelle tous ces pays sont impliqués, c'est d'abord une économie de concurrence. Sans concurrence, on n'avancerait pas. L'Union européenne a été créée pour concurrencer les États-Unis et la Chine. Ce n'est pas caché, c'est très officiel que c'est pour faire un bloc qui pèse environ 400 millions d'habitants, qui peut faire face aux États-Unis et qui, à ce poids, peut faire face à la Chine. L'euro a été créé pour faire face au dollar, pour contrebalancer le poids beaucoup trop prégnant du dollar. Ce n'est pas criminel dans une économie que de jouer de la concurrence. Au contraire, c'est essentiel même au fonctionnement du système. Alors, comment créer une monnaie des BRICS dans une situation où d'ailleurs la Chine à elle seule a un PIB beaucoup plus important que celui du reste des pays membres de ce club qui est le club des BRICS, mais où le besoin d'achat se trouve plutôt du côté des États-Unis. Parce qu'une monnaie, ça ne sert pas à montrer une fierté. Une monnaie, ça sert d'abord à faire des échanges. Des échanges, donc une monnaie va avec la production que l'on en a. Lorsque vous avez des pays comme l'Inde qui s'équipent militairement aux États-Unis, et en France, ils ont acheté des Rafales, de même que l'Égypte qui a acheté des Rafales, ou en Angleterre, où les systèmes de défense sont très sophistiqués, ou en Israël. Vous avez l'Inde, vous avez l'Égypte, vous avez l'Arabie Saoudite. Le Brésil produit du matériel militaire, mais s'équipe énormément également aux États-Unis. Vous avez la plupart des pays des BRICS font leur. Il n'y a pas que ça. Il y a les avions aussi. Hein. On ne produit pas des avions en Chine, etc. Donc la plupart des pays des BRICS s'équipent majoritairement aux États-Unis. Ils ont besoin de cet argent-là. Le modèle de développement chinois, c'est d'exporter vers les pays qui sont capables d'acheter, c'est-à-dire vers les États-Unis principalement et l'Europe. Mais ces pays-là, il faut savoir qu'ils payent la Chine en dollars. Ils ne payent pas une autre monnaie. Mais pourquoi? Parce que c'est eux qui font la commande. La commande sur leurs produits. Des produits qu'ils ont dessinés, qu'ils ont inventés. C'est eux qui ont déposé les brevets. Lorsque Nike commande des chaussures à une entreprise chinoise, ils ne rentrent pas dans un magasin et ils disent, moi, je vais acheter ça. C'est Nike qui a dessiné les plans, qui a découvert la matière, qui l'a transformée. C'est Nike qui va donner comment elle va se faire fabriquer, qui va même fabriquer les machines-outils pour pouvoir les fabriquer. Donc Nike va dire à cette entreprise qui est capable de fabriquer selon mes critères, bah, je le paye tant pour qu'il me fabrique ses chaussures. Donc la Chine a besoin de ça. Et que fait la Chine de tout cet argent qu'il reçoit en dollars? Mais ça lui permet d'aller également acheter des matières premières dans des pays qui ont des matières premières pour fabriquer les commandes qu'il a. Donc la Chine a grand besoin de dollars, ce qui fait d'elle le pays qui a la plus grande concentration de dollars au monde. Et donc qu'est-ce qui se passe? Le dollar s'écroule, la Chine s'écroule. Les États-Unis aussi, oh non, échangent de monnaie du jour au lendemain. Mais ceux qui ont leur réserve de leur richesse en dollars, eux, ils vont s'écrouler. Donc une monnaie des BRICS reste également chimérique. En tout cas, à court terme, la création d'un système SWIFT, c'est pareil. Vous allez tourner entre banques de pays où on n'achète pas grand-chose. Ça n'ira pas bien loin. Donc finalement, cette histoire des BRICS, c'est très bien pour la communication, pour faire des photos. Poutine a pu montrer qu'il n'est pas isolé. Ça sert à ça. De faire une belle photo de famille, mais dans le concret, quelles sont les avancées qui ont été obtenues depuis 15 ans? 15 ans, permettez-moi, c'est quand même suffisant pour faire un bilan. 15 ans, rien. Pas une avancée, pas un accord, rien d'autre que de la frime politique, rien d'autre, de rien d'autre. Et c'est le sommet de Kazan a encore accouché d'une souris. Le prochain sommet se tiendra au Brésil. Tout porte à croire qu'il se passera de la même manière. Les BRICS ne sont qu'une coquille vide. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, peut-être qu'il y a des choses que les BRICS ont fait
Ça serait bien qu'ils nous l'expliquent. Les promesses, oui, les BRICS ont promis 2, les BRICS vont faire 2. Je pourrais même vous parler de leur idée d'égalité de vote au niveau international qui ne peut pas marcher. On promis 2, on promis de faire, mais là, pour l'instant, absolument rien de concret en 15 ans.